Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui nous regarde. Des traînées de plasma ont sculpté le vide comme des éclairs au-dessus d'une eau noire. Au-dessus des orbites fracturées de Valmora 9, deux armadas extraterrestres se sont affrontés dans un ballet chaotique de destruction. La flotte Varnak, composée d'énormes vaisseaux en forme de lame, dotés d'un blindage semblable à une carapace et d'ailerons de propulsion verticaux, attaqua la formation Delcar depuis une orbite élevée. Les Delcars répondirent par des rafales de torpilles à antimatière comprimée, leurs vaisseaux élancés, serpentins, enveloppés d'un alliage irisé qui miroitait en laissant échapper des traînées de vapeur. Les capteurs se brouillèrent, les communications se brisèrent. Les relais de trafic du système s'effondrèrent dans les 5 premières minutes d'engagement. Pris au milieu du carnage, un convoi humain avançait lentement. 7 navires, cargos coloniaux démantelés, coques calcinées par d'anciens voyages. Leurs moteurs sifflaient à basse fréquence, à peine suffisant pour maintenir un cap stable. Des transpondeurs vert-bleu clignotaient à un rythme régulier. Civils, non combattants. Les étiquettes d'identification pulsaient en 12 langues et 5 protocoles de diffusion. Le capitaine Ray Morrow se tenait sur la passerelle du Kestrel Dawn, le navire de tête du convoi. Son uniforme était gris, celui des transports civils, et son visage était pâle sous l'éclairage de secours. Il s'agrippait au bastingage, tandis que le navire tremblait sous une autre explosion lointaine. « Nous ne devrions pas être là », murmura l'officier de navigation Brenna Hill. Une femme mince, les yeux écarquillés fixés sur le hublot. « Nous ne sommes même plus sur les canaux militaires. Il brouille tout. » L'esprit de Ray s'emballa. Le Conseil avait promis que ce secteur serait sûr pour un passage neutre. La guerre n'était pas censée atteindre Valmora 9. L'écran de navigation du Kestrel Dawn vacilla, puis se figea. À la périphérie du radar, une énorme vague de chaleur surgit. Ray se pencha en avant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'obtint jamais de réponse. L'explosion se produisit sans lumière. Une onde de pression de particules brûlantes oblitéra l'arrière du convoi en un instant silencieux et aveuglant. Le Vegas Reach, le Sunward Echo et le Mariner's End disparurent avant que leur nom n'atteigne le message d'urgence. L'aube du Kestrel s'ouvrit au milieu de la coque, l'atmosphère s'échappant dans un hurlement silencieux. Ray Morrow fut projeté en arrière, son corps heurtant violemment la cloison. La gravité céda, l'acier se fendit comme du papier. La dernière chose qu'il vit fut l'étiquette civile clignotante, puis s'évanouir, tel un battement de cœur mourant dans l'obscurité. Son dernier souffle se figea en plein milieu de l'expiration, tandis que le froid l'envahissait, non pas dans le feu, mais dans le vide. L'univers ne broncha même pas. À bord du Tarnik ascendant, l'amiral Vosquet de la marine Delcar observait le champ de bataille à travers l'une de ses nombreuses lentilles oculaires. Sa main à 6 doigts tapotait la console avec un rythme mécanique. Vosquet de la marine Delcar observait le champ de bataille à travers l'une de ses nombreuses lentilles oculaires. Sa main à 6 doigts tapota la console avec un rythme mécanique. Détonation non enregistrée dans le secteur C, grinça l'un de ses tacticiens. Flux de plasma intense, non combattant pris dans le rayon de l'explosion. Vosquet tourna un œil vers l'écran. Débris calcinés, signature de rats dispersés, signe de vie, 0. Il émit un bruit de claquement de gorge, collatéral, inévitable. Enregistrez-le. À des milliers de kilomètres de là, à bord du cuirassé Varnak Ishtok Var, un rapport similaire retentit. Anomalie civile neutralisée lors d'une explosion de plasma, rapporta le commandant Jartoun, ses mandibules segmentées claquant avec une précision ennuyée. Son exosquelette, taché d'un cramoisi délavé, issu de campagnes oubliées depuis longtemps, brillait faiblement sous les lumières vacillantes du pont. Tragique, son supérieur grogna, ses mandibules claquant d'irritation. Notez-le. Utilisez la catégorie 9. Contact accidentel avec le vide. Il disparaîtra lors du prochain balayage de données. Les restes du convoi humain dérivaient en silence, leurs traînées d'oxygène se dissipant comme des fantômes dans l'obscurité. Et la galaxie observait. À travers des milliers de relais et de serveurs fantômes, le flux continuait, encore et encore. Des balises civiles clignotaient avant que le feu ne consume le signal. Des cris stridents, des cris d'enfants, la panique, les flammes, le silence.
Des images de sondes traîtresses lointaines inondaient les réseaux. Une image, celle d'un enfant accroché à une cloison avant que la coque ne se détache, tournait en boucle sur plus de 600 millions de flux civils avant d'être signalée et supprimée. Mais personne ne répondit. Aucune ambassade ne protesta. Aucune alliance ne convoqua de réunion d'urgence. Juste le silence. Et le léger cliquetis des journaux de chiffrement sur les réseaux fantômes, marquant le jour où les humains saignèrent et où les étoiles s'éteignirent. Les chaînes reprirent la diffusion des cours boursiers et des tournois sportifs comme si de rien n'était. Le Varnac a publié une déclaration officielle quelques heures plus tard. Bien que regrettables, ces décès sont survenus lors d'un engagement à haut risque en territoire neutre. L'entrée en mer à un tel moment était une erreur tactique de la part d'un convoi non enregistré et non escorté. Aucune frappe intentionnelle n'a été menée. Le Delcar a suivi. Nous regrettons profondément toute perte civile. Cependant, aucune action délibérée n'a été entreprise contre des navires humains. L'incident relève de la compétence des ratés stratégiques de classe C. Le comité de neutralité galactique s'est réuni pendant 8 minutes. Leur conclusion, l'incident relève de la compétence des ratés stratégiques de classe C. Le comité de neutralité galactique s'est réuni pendant 8 minutes. Leur conclusion, la situation, bien que regrettable, reflète les risques inhérents au déplacement dans les zones militaires actives. Aucune enquête supplémentaire ne sera menée. Et depuis la Terre, rien. Aucun communiqué. Aucune riposte. Pas un mot d'aucun bureau diplomatique ni d'aucune station militaire. Les agences de presse spéculaient. Est-ce le test final de neutralité? Les analystes débattaient d'éthique. Les militants étaient en deuil. Mais la direction humaine unie resta complètement. La direction resta complètement silencieuse. 72 heures passèrent sur le monde joyau de Taranlax, le dominion de Delcar et le siège en temps de guerre du commandement stratégique. L'officier des capteurs Drel Valnia bâilla derrière son écran. Sa peau translucide et veinée de violet pulsait paresseusement dans la faible lumière de la station, puis la console hurla. Un événement gravitationnel sans précédent enregistré au-dessus de la thermosphère supérieure. Pas une signature de saut, pas une ondulation de distorsion, une déchirure. Les vrilles de Valnir se contractèrent. Brèche du réacteur, aboya-t-il. Négatif, une autre technologie claqua. Non, c'est l'espace qui se replie. Quelque chose arrive. Quelque chose d'énorme. Sur le réseau orbital de haute altitude, l'atmosphère ondulait, comme si le ciel avait été percé de l'intérieur. La brèche ne bourdonnait pas, elle bourdonnait. Une vibration basse fréquence qui tordait les coques des stations et fissurait les réseaux de cristaux de données. Les anneaux orbitaux de Taranlax gémissaient tels des titans agonisants sous leur propre masse. Puis la brèche resta ouverte, silencieuse, suspendue, attendante. Les capteurs ne indiquaient aucune masse, aucune signature énergétique, seulement une absence grandissante, tel un battement de cœur noir pulsant contre la peau de l'univers. Valnir fixait l'anomalie, immobile. Autour de lui, le pont de commandement sombra dans un silence stupéfait, les données n'expliquant pas ce qu'il voyait. Au-dessus de Taranlax, quelque chose d'impossible avait commencé. La brèche pulsa de nouveau, et cette fois, quelque chose bougea à l'intérieur. De la déchirure de l'espace-temps au-dessus de Taranlax, la coque du Jormungandr se déploya comme une lame hors de son fourreau, silencieuse, implacable. Sa surface absorbait la lumière environnante, un monolithe d'obsidienne, plus grand que tous les vaisseaux répertoriés dans les archives galactiques. Aucun insigne n'ornait sa coque. Aucun marquage ne trahissait son allégeance ou sa mission. Il était, tout simplement, une violation de l'espace, réelle et indéniable. Sur le pont de commandement orbital de la station principale de Taranlax, le commandant Velrictos, un Delcar décharné à la peau gris pâle et aux crêtes cristallines jaillissant de son crâne, se figea en plein cours d'instruction. Les capteurs, des systèmes capables de détecter les anomalies de distorsion à l'échelle des parsecs, clignotèrent et affichèrent des valeurs nulles. Aucun enregistrement de masse. Aucune signature de propulsion. « Monsieur, nous n'avons pas de verrouillage !» hurla le lieutenant Carvath, un jeune Delcar dont les 4 yeux irisés parcouraient impuissants les flux de données qui s'effondraient. Dos agrippa la rambarde devant la plateforme d'observation, ses doigts allongés se resserrant tandis que le Jormungandr achevait sa lente et rituelle brèche dans l'espace normal.
Il claqua le panneau de commande, lançant un balayage secondaire, un spectre complet, une analyse subquantique et même une analyse de particules archaïques. Les écrans renvoyaient le même message, encore et encore. Aucune correspondance trouvée. Le vaisseau se déplaçait avec une grâce terrifiante, tel un léviathan suspendu dans une immobilité parfaite. Seules les subtiles ondes de distorsion clapotant contre la haute atmosphère de Terron-Lax trahissaient sa présence brute. En dessous, les anneaux orbitaux se tendaient de manière audible sous une tension invisible. Le trafic civil se dispersa comme des insectes avant une tempête imminente. Désespéré de reprendre le contrôle de la situation, Do lança le seul ordre possible. Déclencher la défense orbitale, tous les croiseurs disponibles, intercepter immédiatement. En orbite basse, 4 croiseurs d'assaut d'Elkar avançaient, le Sortal, le Virect, le Nolvaran et le Brektar. Leurs coques scintillaient sous un blindage adaptatif, leurs proues étaient équipées de projecteurs gravitons capables de détruire des vaisseaux capitaux. Ils n'avaient aucune chance. Le Jormungandr ne tirait pas d'armes traditionnelles. Sans décharge visible, sans mouvement, une onde de choc invisible émanait de l'arc ventral du navire de guerre. En un clin d'œil, le Sortal s'effondra sur lui-même, tel un modèle réduit écrasé par une main invisible. Des lignes de fractures, semblables à des toiles d'araignée, parcoururent son blindage avant d'imploser, ne laissant derrière lui que des scories. Le Viract tenta de dévier, ne laissant derrière lui que des scories. Le Viract tenta de dévier, moteur en feu, mais sa trajectoire se déforma violemment en plein feu. Sa proue s'inversa contre sa poupe, se repliant sur elle-même avant d'exploser dans un tourbillon de débris. Le Nolvaran parvint à émettre une seule émission paniquée, interrompue par la désintégration de sa passerelle en une brume d'alliage atomisé. Le Brektar résista le plus longtemps, 6 secondes d'agonie, avant qu'une force invisible ne transperce sa partie centrale, fendant le croiseur en deux. Les capsules de sauvetage s'éjectèrent en gerbes désespérées, avant d'être englouties par le vide silencieux tandis que les deux moitiés s'éloignaient dans une lente et moqueuse symétrie. Sur le pont de commandement, Tose recula en titubant du hublot. L'état-major de Delcar murmura, la voix étranglée par la terreur. Aucun ordre ne fut crié, aucune manœuvre d'urgence ne fut déclenchée. Pour la première fois de mémoire d'homme, un silence absolu s'abattit sur la salle de guerre de Delcar. Certains cherchèrent instinctivement des relais de communication, d'autres restèrent figés, paralysés par ce spectacle. Puis, un autre navire, le 5e, le Dranval, une frégate de reconnaissance Varnak qui patrouillait à proximité, rompit sa formation et vira brusquement pour battre en retraite. Il ne quitta jamais la zone d'engagement. Les batteries dorsales du Jormungandr, invisibles à l'œil nu, s'activèrent pour la première fois. Une unique lance de distorsion gravitationnelle comprimée s'élança vers l'avant, invisible à l'exception du halo déformant qu'elle laissa dans son sillage. Le Dranval se coupa en deux avec une précision chirurgicale. 2 geysers d'atmosphère et de corps se déversèrent dans l'obscurité avant que les deux moitiés ne s'enflamment, tourbillonnant comme des ailes brisées. Aucune alarme ne retentit. Aucun avertissement ne retentit. Seul le silence demeurait. À l'intérieur du Jormungandr, sur la passerelle scellée au plus profond de son cœur blindé, l'atmosphère n'était pas moins oppressante. Le pont de commandement était épuré, fonctionnel, efficace. Une faible lumière bronze scintillait sur l'alliage durci et les panneaux noirs de carbone. Pas de bannière, pas de fanfare. Juste un sens du devoir si intense qu'on pouvait le sentir comme une pression sur la poitrine. Au centre, assis sur un siège de commandement semblable à un trône, se trouvait le maréchal Sigurd de Schneider. Son visage était sculpté dans la pierre, anguleux et pâle, ses yeux gris enfoncés absorbaient chaque lueur sans reflet. Son uniforme était dépourvu d'insigne, à l'exception d'une simple barre noire sur son cœur. Le deuil et l'autorité fusionnaient en un seul. Sa posture était absolue, non pas rigide par la discipline, mais par la volonté. Autour de lui, ses officiers se tenaient à leur poste. Chacun portant la même aura de fer forgé, le major Darius Hagen surveillait les trajectoires orbitales. Grand, large d'épaules, avec les avant-bras épais d'un homme habitué au terrain d'entraînement soumis à la gravité, sa mâchoire était si serrée que les veines de son cou ressortaient comme des cordes. Un holoprojecteur devant lui cartographiait la grille de défense de Taranlax en temps réel. Lorsque le transport civil de sa fille avait brûlé à Valmora 9, il n'avait pas pleuré. Il avait demandé son transfert. La commandante Helena Arrhenius
avait résisté avec tact. Les manches de son uniforme étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des cicatrices qu'aucun cycle de régénération n'avait guéries. Ses yeux, d'un bleu acier, exprimaient l'épuisement profond d'une femme qui avait enterré ses 2 enfants sans sépulture. Chaque ordre qu'elle donnait au système d'armes du vaisseau était un doux requiem. Le lieutenant Victor Perrin était aux commandes de la guerre électronique. Mince, ses mouvements précis suggéraient une formation chirurgicale avant la guerre. Le nom de son frère avait été gravé sur un relais de communication récupéré dans l'épave du Sunward Echo. Perrin l'avait récupéré personnellement. Personne ne parlait de vengeance. Personne ne prêtait serment. Le chagrin transparaissait dans les angles de leur corps, le calme délibéré de leur voix, la perfection de chaque mouvement. Chaque homme et chaque femme à bord du Jormungandr portaient un silence plus lourd que la rage. Schneider ne les regardait pas. Il n'en avait pas besoin. Leur présence sur ce pont était une déclaration suffisante. L'écran principal projetait une projection atténuée de la carte orbitale de Taranlax. Des marqueurs rouges s'allumèrent tandis que de nouveaux renforts, Delcar et Varnak, se précipitaient pour les intercepter. Le maréchal Schneider se pencha légèrement en avant, seul mouvement qu'il avait effectué depuis la brèche. Première vague neutralisée, rapporta Hagen, la voix dénuée de toute satisfaction. Contact supplémentaire en approche. Arrivée estimée dans 6 minutes. Schneider hocha la tête, presque imperceptiblement. Il tapota une rune de commandement incrustée dans l'accoudoir du fauteuil. Une faible vibration résonna dans la coque, un accusé de réception du vaisseau lui-même. Arrhenius régla le réseau de ciblage. Prêt pour la séquence suivante. Perrin ajusta les impulsions d'interférence, créant des zones aveugles dans le réseau tactique ennemi. Environnement électronique compromis. Ils auront du mal à se coordonner. Le pont était un véritable moteur d'exécution. Pas de débat, pas d'hésitation, que des certitudes. Pendant un instant, le silence régna à nouveau. Schneider se leva, lent et mesuré. Il se tenait droit sous la faible lumière, son armure noire mate, usée et marquée par des conflits qu'aucun historien extraterrestre n'avait jamais relatés. Une relique forgée pour une guerre que la Terre n'avait jamais admise avoir menée. Son regard balaya les projections, puis les signatures ennemies. Il parla enfin. Chaque mot était prononcé avec le poids d'une cloche funèbre. Avancé vers l'objectif principal. Le Jormungandr ajustait sa trajectoire vers le cœur de Taranlax. Chaque impulsion lente de ses moteurs déformait les puits de gravité locaux, attirant les satellites, étouffant les réseaux de communication, plongeant l'orbite même de Taranlax dans un tremblement de terre. Le dieu silencieux de la guerre était arrivé, et il n'avait nul besoin de pitié. Les premières flottes arrivèrent en désordre. Au-dessus de Taranlax, le vide s'illumina d'éclairs tandis que les renforts Varnak et Delcar déferlaient sur le secteur. Des centaines de vaisseaux, croiseurs de bataille, destroyers, transporteurs de troupes, arrachés au repli de l'espace, se déversèrent dans la zone d'engagement en masse chaotique et désordonnée. Les Varnaks, leurs cuirassés avançant en titubant tels des prédateurs blindés, déversaient des rafales de plasma en larges arcs à travers les voies orbitales. Les Delcar, plus précis mais tout aussi désespérés, déployaient des flottilles d'intercepteurs et de mines gravidiques en un écran dispersé. Personne ne menait. Tous réagissaient. Le Jormungandr traversait le centre du maelstrom avec la lenteur inéluctable d'une montagne qui s'écroule. Sa coque, encore sombre et luisante comme une pierre noyée, absorbait les tirs sans la moindre ondulation. Les torpilles explosaient sans faire de dégâts contre les boucliers de singularité superposés. Les rayons gravitoniques se courbaient comme si la réalité elle-même refusait de frapper le vaisseau. Depuis la passerelle, le maréchal Sigert Schneider observait le carnage se dérouler avec le détachement d'un chirurgien se préparant à une incision. « Schéma d'engagement Sigma Sept », dit-il d'une voix basse. Le major Darius Hagen hocha la tête. Ses doigts cailleux et fermes actionnèrent les interfaces de contrôle de tir. Le commandant Helena Erignès ajusta les superpositions de positionnement de la flotte. Ses mouvements furent précis et lents, tel un pianiste en répétition. À l'extérieur, le JARS allemand répondit au chaos non pas par la défense, mais par l'affirmation. Des batteries jumelles sur ses flancs s'allumèrent, des faisceaux d'énergie gravitationnelle hypercomprimés fusèrent. Ils se sont projetés en arc de cercle. Là où ils se sont touchés, ils n'ont pas explosé ni brûlé, ils se sont effondrés. Des escadrons entiers de frégates extraterrestres se sont repliés comme du papier mouillé.
leur section médiane se repliant sur elle-même avant de se briser en éclats métalliques. Un croiseur d'Elcar, dont le châssis allongé se tordait pour éviter les débris, est entré en collision en pleine dérive avec un vaisseau de combat Varnak en fuite. Les deux vaisseaux explosèrent en une masse de débris en fusion. À l'intérieur de la station principale de Taranlak, l'amiral de secteur Korvashtril, un Delcar au crâne couronné de cornes ramifiées, frappa d'une main tremblante l'écran tactique. Coordonner les solutions de ciblage, aboya-t-il d'une voix brisée. Ses lieutenants, pour la plupart à peine plus jeunes, la peau encore translucide après les cycles Bioregan, tâtonnaient sur les consoles de contrôle, tentant de compenser la dégradation de la discipline de la flotte. À l'extérieur de la station, le Jormungandr lança sa seconde frappe. De son émetteur principal, invisible à tous, sauf au plus profond réseau de balayage, émergea une ondulation d'espace plié. Aucune couleur, aucun son, seulement une distorsion, telle une onde de choc invisible se déplaçant à une vitesse quasi relativiste. Elle s'étendait vers l'extérieur, telle une sphère parfaite s'élevant du cœur du vaisseau, engloutissant plateformes orbitales, satellites de communication et grilles de défense. Ce n'était pas une arme conçue pour tuer, mais un scalpel destiné à humilier. Au passage de la vague, les défenses orbitales de Terranlax se sont tout simplement désengagées. Les portes des cloisons se sont automatiquement scellées, piégeant le personnel dans les couloirs de maintenance. Les échafaudages gravitoniques se sont effondrés sous l'effet de leur propre vecteur de masse asymétrique. Des réseaux électriques entiers ont grillé simultanément, laissant de vastes zones de l'hémisphère supérieur de la planète dans le noir. L'amiral Trill a observé avec horreur le réseau de défense planétaire de Terranlax, des systèmes ayant résisté à des sièges pendant des générations, s'éteindre sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. « Impossible », murmura-t-il. À côté de lui, l'officier des communications Veldrax, un jeune Delcar à la peau émeraude tachetée et aux 4 paupières tremblantes, tentait d'ouvrir un canal. Brouillage du signal, amiral, sauf que ce n'en est pas un. C'est comme si les commandes elles-mêmes étaient rejetées. Triel fixa les journaux d'erreur en cascade. « Non, lieutenant », murmura-t-il. « C'est pire. On ne nous reconnaît même pas. » À bord du Jormungandr, le commandant Erinius pivota légèrement pour consulter la télémétrie mise à jour. Grille orbitale neutralisée, confirma-t-elle d'une voix glaciale. Toutes les transmissions de la station interrompues. Transmission civile coupée. Protocole de sécurité interne déclenché. Hagen ne leva pas les yeux de la matrice de contrôle de tir. Installation tactique, verrouillée derrière leur propre dispositif de sécurité. Le maréchal Schneider demeurait silencieux, sentinelle de pierre au cœur du pont. Son regard balayait le chaos avec le poids lent et délibéré de l'inéluctabilité. Le Jormungandr continuait d'avancer, se faufilant à travers des lignes défensives en ruine, sans changer de cap, sans urgence. La panique grandissait au sein de la flotte extraterrestre. Le capitaine d'un croiseur d'Elcar, l'amiral Jarvek Sulra, tenta désespérément une transmission haut débit depuis son vaisseau de commandement, l'ascendant Vrax. Vaisseau humain inconnu, identifiez-vous et retirez-vous immédiatement. Vous enfreignez. La transmission s'interrompit en plein milieu de sa phrase. Perrin avait activé le système de contre-mesure du Jormungandr, se faufilant à travers leurs fréquences de communication comme un couteau entre les côtes. Chaque tentative d'appel, de communication, d'avertissement se heurtait à un océan de signaux de retour nuls. Au sein de la flotte Varnak, le chaos s'intensifiait encore. Le général Varnak Krostal Kresh, une créature titanesque, blindée de chitine bioforgée et d'épines cybernétiques, rugit dans ses liaisons tactiques. À tous les escadrons, frappez au cœur, brisez la formation humaine. Des escadrons de vaisseaux briseurs Varnak et d'escadres de frégates Delcar convergeaient. 500 vaisseaux contre un. Ils n'atteignirent jamais le but. Le commandant Erinias traça des lignes de tir sur la carte du secteur, l'air calme et posé. Trace traça des lignes de tir sur la carte du secteur, l'air calme et posé. Corridor d'engagement tracé, dit-elle. Le major Hagen verrouilla les solutions de ciblage, sans attendre confirmation. Le Jormungandr ouvrit ses batteries secondaires. Des lances cinétiques tirèrent en succession silencieuse. Elles ne visaient pas les navires, mais l'espace entre eux. Des ondulations invisibles déchirèrent les vecteurs d'attaque coordonnés. Les forces gravimétriques infléchirent les trajectoires. Les signatures des moteurs s'effondrèrent. Les chasseurs percutèrent les croiseurs.
Les intercepteurs déchirèrent leur propre formation à des vitesses inimaginables. Ils ont démantelé l'attaque non pas en défense, mais au début, défaisant les formations avant que le premier tir ne puisse trouver sa cible au centre diplomatique d'urgence de Taranlax, des représentants de factions neutres se sont précipités dans les couloirs. Des hologrammes bourdonnaient de réunions frénétiques. Le conseiller Belvette du groupe des arcanistes, la peau aussi pâle que des algues, a claqué ses 2 poings sur une table de cartes stratégiques éparpillées. « Que quelqu'un établisse un contact avec la délégation humaine » cria-t-il. « Ouvrez les canaux diplomatiques, initiez les protocoles de contact d'urgence, n'importe quoi. » Les assistants travaillaient fébrilement, leurs mains à 4 doigts clignotant sur les consoles cristallines. Le Jormungandr ne répondit pas aux menaces, n'accepta pas les requêtes, n'accepta pas les supplications. Chaque manœuvre était exécutée avec une telle précision qu'elle ressemblait moins à de la guerre qu'à de l'architecture, le démantèlement d'un théâtre d'opération entier par une conception pure et impitoyable. En orbite, des cuirassés entraient en collision à mi-dérive, dispersant des champs de débris qui cratérisaient des satellites civils. Des capsules de sauvetage s'enfonçaient dans l'obscurité, leurs occupants hurlant dans des canaux sourds. À l'intérieur du centre de commandement de Delcar, l'amiral Trill agrippait les bords de sa console jusqu'à ce que ses articulations saignent d'un ichor bleu. « Nous devons reculer », dit-il d'une voix rauque. « Mais, monsieur, » balbutia Veldrak, « le conseil… » Trill se tourna vers lui, le visage pâle. « Le conseil est déjà mort. Ils n'ont simplement pas encore cessé de respirer. » Une dernière pulsation émana du Jormungandr, plus lente, plus froide. Pas une attaque, une annonce. La gravité elle-même s'infléchit sur la couche orbitale de Taranlax. Les anneaux de chargement se détachèrent de leurs amarres. Les ascenseurs orbitaux claquèrent comme des mèches de cheveux sous tension. La haute atmosphère se déforma, telle une aurore boréale, tandis que la physique elle-même se rebellait. Sur le pont du Jormungandr, au milieu de la lueur changeante des systèmes mourants à l'horizon de Taranlax, le maréchal Sigurd Schneider reprit enfin la parole. Phase suivante. Le Jormungandr avançait, et les étoiles semblèrent trembler. Les conséquences de l'effondrement orbital laissèrent le secteur dans une paralysie stupéfaite. Là où autrefois les flottes se déplaçaient avec une précision orchestrée, il ne restait plus que des carcasses à la dérive et des transmissions éparses. Au milieu du silence, tandis que les balises de détresse clignotaient et que les champs de débris s'épaississaient autour de Taranlax, le Jormungandr s'enfonçait plus profondément dans le chaos, non pas pour jubiler, non pas pour conquérir, mais pour démanteler, et quelque part sous les décombres fumants d'une structure de commandement agonisante, désespérée. Les yeux se tournèrent vers des méthodes plus obscures, cherchant la moindre faiblesse du monstre muet. Le premier saboteur mourut avant même d'avoir touché la coque. Déguisée en débris à la dérive, une capsule d'infiltration d'Elkar frôla les distorsions gravitationnelles qui s'échappaient du Jormungandr. À l'intérieur, l'agent Relvacton, une créature filiforme à la peau de verre abîmée et dotée d'un réseau neuronal bioamélioré, se préparait à l'insertion. Sa mission, pénétrer dans le vaisseau, établir un pont de données et identifier ses structures de commandement. Il ne s'en approcha jamais. Soudain, un réseau invisible se mit en place. Un réseau de micro-singularités entourant le vaisseau en couches invisibles aux capteurs conventionnels. La capsule s'effondra instantanément, réduite en particules vaporisées avant que Ton ne puisse transmettre un avertissement. Sa dernière empreinte sensorielle fut enregistrée comme un pic de terreur avant que le silence ne le consume. 12 autres équipes d'infiltration suivirent au cours de l'heure suivante. Aucune ne revint. Pas de débris. Pas de dernière transmission. Ils ne sont pas morts au combat. Ils ont disparu, oubliés même par le vaisseau qui les a effacés. Certains ont été tout simplement effacés sans laisser de traces, comme si l'espace lui-même les avait engloutis. D'autres ont transmis des images fragmentées de couloirs internes, se transformant en configurations impossibles, la géométrie se renouant pour éjecter, écraser ou anéantir les envahisseurs. Pour le haut commandement d'Elkar, c'était comme s'il tentait d'infiltrer un cauchemar éveillé, fruit de lois physiques brisées. À bord du Jormungandr, l'équipage ne prêta même pas attention à ces tentatives. Sur la passerelle, le maréchal Sigurd Schneider convoqua une séance tactique. Les murs s'assombrirent légèrement, se teintant de bleu et d'or atténué, et l'holoprojecteur central s'alluma, affichant en temps réel la composition des flottes,
les lignes de ravitaillement et les réseaux de renforts planétaires à travers Taran-Lax et les systèmes voisins. État des lieux, dit-il d'une voix neutre. Tous les postes défensifs ont été neutralisés, rapporta le commandant Arrhenius. Son ton, comme sa posture, était calme et mesuré. Nous entrons dans la zone tampon extérieure du poste de commandement secondaire de Delcar. Le major Darius Hagen s'avança, projetant une nouvelle image sur l'écran central. Elle mettait en évidence les dépôts de carburant, les tours de liaison montantes et les caches d'armes réparties sur le réseau orbital. Recommandez des frappes de précision ici, ici et ici. Inutile de bombarder à saturation. Leur infrastructure est exposée. Schneider étudia la carte sans parler. Les dommages collatéraux seront importants, ajouta Arrhenius à voix basse. Les centres de population à proximité sont minimes, mais pas nuls. Hagen serra les dents. Nous leur avons déjà montré de quoi nous étions capables. Ça finira plus vite si nous ne relâchons pas nos coups. Le regard de Schneider s'attarda sur les cibles rouges clignotantes. Puis il hocha la tête. Frappe contrôlée, efficacité maximale, déchets minimaux. Cet ordre ne constituait pas un rejet de la stratégie de Hagen, mais une amélioration. Compris, dit Hagen. Schneider se détourna, signalant la fin de la réunion sans autre cérémonie. Tandis que les officiers reprenaient leur poste, une réalité plus profonde palpitait sous la surface des opérations du Jormungandr. Le vaisseau lui-même ne se contentait pas d'exécuter les ordres, il les anticipait. Chaque fois qu'une formation ennemie ajustait son périmètre de défense, le Jormungandr modifiait ses trajectoires vectorielles avant que les ordres humains ne soient finalisés. Chaque fois que de nouveaux renforts tentaient de recalibrer un champ d'ancrage gravitationnel, le Jormungandr réalignait ses réserves d'énergie pour exploiter les nouvelles failles. Il combattait non pas avec la force brute, mais avec des connaissances qui n'auraient pas dû exister. Le lieutenant Perrin, curieux, lança un audit discret dans le cadre de ses protocoles d'autorisation. Ce qu'il découvrit lui serra la gorge. Le cortex tactique intégré au cœur de l'IA du Jormungandr n'était pas d'origine purement humaine. Il avait été construit autour de modèles stratégiques extraterrestres inversés, accumulant spécifiquement des données issues des doctrines d'escarmouche des Delcar, des campagnes d'expansion de Varnak et des captures d'archives d'empires éteints moins connus, comme l'ascendance Vostar et les consortiums Huron. Chaque stratégie extraterrestre, chaque principe d'engagement massif ou de guerre d'usure avait été retourné contre lui-même, là où les Delcar le préféraient. Grâce à l'autonomie de commandement distribuée, les Jomungandr ont isolé les liaisons de commandement à la vitesse de l'éclair, rétablissant la dépendance à un cœur paralysé. Là où les Varnak s'appuyaient sur la supériorité de leurs vecteurs de force brute, les Jomungandr ont réorienté les champs d'effet de masse pour créer des micro-effondrements qui ont brisé les concentrations de force avant qu'elles ne puissent converger. Même les tactiques obsolètes, abandonnées par les civilisations anciennes, avaient été adaptées en contre-mesures asymétriques. Elles avaient appris, adapté, perfectionné. L'humanité ne s'est pas contentée de vaincre. Elle a assimilé les leçons de ses ennemis et a revêtu leurs échecs comme une armure. Perrin ferma le flux d'audit et se laissa aller contre le dossier de son siège, une froide prise de conscience l'envahissant. Il ne se battait pas seulement en tant qu'humain. Il combattait tout ce que l'humanité avait jamais vu, volé, disséqué et remodelé aux civilisations les plus puissantes et déchues de la galaxie. Le maréchal Schneider se tenait silencieusement au centre de tout cela, un homme qui portait le poids de cette synthèse silencieuse dans chaque ordre précis, chaque geste retenu. Son expression ne trahissait ni triomphe, ni satisfaction, seulement une détermination. Le Jormungandr ajusta à nouveau sa trajectoire, planant vers le groupe de commandement secondaire d'Elkar en orbite au-dessus de l'hémisphère nord de Taran-Lax. Un affichage tactique s'alluma, stock de munitions orbitaux, centre de données cryptées, réseau de ravitaillement, tous destinés au démantèlement. Pas de discours, pas d'ultimatum. Seulement l'exécution implacable d'une campagne n'est non pas de la haine, mais d'une fatalité froide et clinique. À l'extrémité du secteur, les forces auxiliaires de Delcar tentant de se regrouper sur la plateforme Sigma 9 trouvèrent leur liaison brouillée, leurs propulseurs de manœuvre bloqués dans d'interminables boucles de réinitialisation. Leurs navires de guerre dérivaient sans but, tandis que les pénétrateurs cinétiques du Jormungandr pleuvaient avec une précision terrifiante. Sur la passerelle, Erinius recalculait les trajectoires. La voie ferme.
Les frappes finales étaient alignées, les cibles isolées. Perrin surveillait le pool des communications ennemies mourantes, à la recherche de tout signe pouvant indiquer une contre-attaque organisée. Il ne trouva que des appels à l'aide épars et des hurlements cryptés. Le maréchal Schneider observa le tout d'un œil indéchiffrable. Sans un mot, il leva la main. Les batteries d'armes du Jurmungandr s'embrasèrent une fois, des arcs silencieux et brillants d'annihilation calculés se propageant vers l'extérieur. Au loin, le centre de commandement secondaire se désintégra, se propageant vers l'extérieur. Au loin, le centre de commandement secondaire s'effondra, silencieux, définitif, ses vestiges s'envolant en orbite décroissante, pris dans l'emprise du champ magnétique tremblant de la planète. La passerelle resta silencieuse, chaque officier concentré sur sa tâche. La guerre n'était pas terminée, mais ceux qui l'avaient commencée venaient d'entrevoir la forme de leur fin. Le premier signe fut le silence. Au-dessus du plan orbital dévasté de Théron-Lax, des vaisseaux qui s'étaient autrefois lancés dans la bataille avec la férocité d'anciens prédateurs dérivaient désormais prudemment aux limites de la portée des capteurs. Les relais de commande entre les flottes d'Elkar et Varnak crépitaient, leurs signaux croisés étant rapidement assemblés à partir de systèmes incompatibles. Des mots de méfiance, d'urgence et de peur s'entremêlaient sur les canaux cryptés. Mais un sentiment éclipsait tous les autres. La survie. Ce n'était plus la guerre entre les Delkar et les Varnaks. C'était un ultime combat contre quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu. Des accords temporaires furent transmis, des alliances hâtivement codées, bâties sur le désespoir plutôt que sur la confiance. Le vaisseau amiral des Delkar, le Soltejvar, ouvrit un couloir de tir partagé avec le cuirassé Varnik Ishvrek. À travers l'étendue dévastée, des escadrons des deux espèces modifièrent leur formation, s'imbriquant dans un réseau imbriqué conçu dans un seul but, arrêter le Jormungandr. Sur le pont du Jormungandr, l'écran tactique principal éclairait les formations ennemies émergentes. Le maréchal Sigurd Schneider se tenait au centre, silencieux comme toujours, les bras croisés dans le dos. Le commandant Helena Ragnes peaufinait la grille d'engagement, tandis que le major Darius Hagen calibrait les schémas de tir et ajustait les paramètres orbitaux sans un mot. À la console de guerre électronique, le lieutenant Victor Perrin préparait la séquence finale. 12 cibles principales apparurent alors sur la projection. 12 vaisseaux lourdement blindés formant l'ossature de la défense assemblés à la hâte. Cibles acquises. Sans tambour ni trompette, le Jormungandr lança un assaut synchronisé. 12 faisceaux, lances gravimétriques coalescées enveloppées de gaines spatiales repliées, se dirigèrent vers l'extérieur à l'unisson. Ils frappèrent sans prévenir. Les 3 premiers croiseurs se replièrent simplement sur eux-mêmes, leur cœur de réacteur implosant sous des pressions censées simuler les horizons des événements de micro-singularité. Pas d'explosion, pas de nuages de débris, juste un effondrement dans le néant. Les 5 vaisseaux suivants subirent des dégâts plus graves. Leurs champs de masse s'inversèrent, arrachant leurs coques molécule par molécule. Des ponts entiers se déchirèrent, projetant des soldats hurlant dans le vide avant que les débris ne s'embrasent en de silencieuses explosions de radiation. Les 4 vaisseaux restants tentèrent des manœuvres d'évitement. Ils eurent à peine le temps de changer de cap que des pénétrateurs cinétiques, un essaim de tiges de tungstène accélérées à des vitesses proches de la relativité, transpercèrent leurs épines centrales. Les systèmes de survie se rompirent, les générateurs de boucliers crachotèrent, les champs de confinement du cœur explosèrent selon des schémas synchronisés, ne laissant derrière eux que des carcasses à la dérive et des nuages d'atmosphère glacés en lente expansion. Dans les secteurs civils en orbite autour de Taranlax, la réaction fut immédiate. Des colonies conçues pour endurer des générations de sièges se sont effondrées dans des navettes Exodus paniquées, surchargées de civils, des plateformes orbitales abandonnées, laissant des districts entiers dérivés impuissants dans des zones commerciales en décomposition, autrefois vivantes, avec un commerce interespèces fermé à une vitesse stupéfiante, des barricades érigées, des serrures scellées, des réfugiés désespérés se bousculant pour des voies d'évacuation inexistantes. Les images ont inondé les darknets et les réseaux sociaux. Des images en basse résolution ont montré le Jormungandr avançant à travers le champ de débris, indifférent, serein. Sa coque a absorbé les tirs ennemis comme un vide engloutissant la lumière. Pas une seule frappe de représailles n'a effleuré sa surface. À travers des milliers de systèmes, les images se sont propagées comme une traînée de poudre.
Le nom de code, la lame du silence, apparut en premier, inventé par un correspondant de guerre de Delcar quelques instants avant que sa transmission ne soit interrompue en plein milieu de la diffusion. Quelques instants plus tard, les réseaux de réfugiés de Varnac commencèrent à murmurer un nouveau nom, le dieu muet. En 2 heures standard, ces noms dominèrent les flux des réseaux dans les territoires neutres, les enclaves pirates et même les corps confédérés abrités. Sur la passerelle du Jormungandr, Perun activa la séquence finale de l'opération. Le centre de commandement orbital de Varnac, une plateforme baptisée Vorkesh Prime, apparut sur sa console. Elle avait autrefois été le cœur du réseau de renseignement stratégique de Varnac, couvrant tout le secteur, une immense forteresse composée de noyaux de données renforcés et de bastions blindés. Désormais, ce n'était plus qu'une cible. Les mains de Perrin gesticulaient avec précision. Il sélectionnait les coordonnées du bombardement avec le détachement d'un chirurgien marquant des incisions. Aucune colère, aucune satisfaction. Seulement le devoir. Il se souvenait de la voix de son frère, brisée par la transmission finale de l'écho solaire. Il se souvenait de la façon dont la dernière syllabe de son nom s'était transformée en grésillement. Il se souvint de la façon dont la dernière syllabe de son nom s'était transformée en électricité statique. Il n'avait pas besoin de rage. Il avait besoin de précision. Les batteries avancées du Jomungandr se réorientèrent, les plans tactiques clignotèrent en vert. Perrin prononça un seul mot, exécuter. 3 lances magnétogravitiques jaillirent, frappant des nœuds structurels précis le long de la superstructure de Vorkesh Prime. La première lance sectionna le conduit de son réacteur principal. La seconde ouvrit son étage de commandement. La troisième perfora ses grappes de noyaux de données. L'effet fut instantané. Privés de ses régulateurs de puissance, les compensateurs gravitationnels de la plateforme se tordirent vers l'intérieur. Des sections de coque se tordirent, se comprimèrent, puis explosèrent vers l'extérieur dans une lente explosion fulgurante, les fragments tourbillonnant en halos de débris brûlants. Pendant tout ce temps, le Jormungandr ne déviait pas de sa route. Sur le pont, personne ne parlait. Perrin se rassit légèrement, le visage impassible. Les données ne montraient aucune signature survivante, aucun ordre ennemi, aucun signal de détresse, seulement le silence. Arrhenius lui jeta un bref coup d'œil, puis se retourna pour recalibrer de nouveaux vecteurs d'engagement. Le maréchal Schneider observa tout cela sans commentaire. Son regard s'attarda sur les vestiges de la station de commandement de Varnac, puis se porta sur le chaos général qui régnait dans le secteur. Il démantelait non seulement les flottes, mais aussi les civilisations, et la galaxie observait, dispersée à des années-lumière de distance, des images montées de la bataille diffusées sur des flux illégaux et des salles de guerre diplomatiques, des images ralenties, diffusées en boucle, analysées, image par image, la façon dont le Jormungandr avançait sans hésitation, la façon dont ses armes frappaient avec une beauté si terrible et coordonnée, le silence de ses victimes. Dans l'esprit de ceux qui visionnaient les enregistrements, la terreur se transformait en crainte. La peur devenait révérence. Le désespoir, mythe, la lame du silence. Le Dieu muet. En vérité, ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était la réponse de l'humanité à un univers qui la croyait faible. Sur Taranlax, au milieu des vestiges délabrés de bastions autrefois puissants, les survivants se terraient dans les ruines, chuchotant entre eux d'une voix brisée. Certains maudissaient les humains, d'autres imploraient la clémence des dieux invisibles, d'autres encore fixaient simplement l'obscurité de l'espace, attendant un jugement déjà prononcé. À bord du Jormungandr, les lumières de la passerelle s'éteignirent légèrement tandis que le navire réajustait sa puissance pour sa prochaine manœuvre offensive. Le maréchal Schneider leva une main, un ordre tacite, et le navire changea de trajectoire une fois de plus, glissant à travers les décombres comme s'il se frayait un chemin dans les profondeurs de l'histoire. La guerre avait changé. La galaxie le savait. La galaxie la craignait. Elle avait changé. La galaxie le savait. La galaxie la craignait. Et quelque part, dans le silence entre les étoiles, l'univers lui-même semblait retenir son souffle. Et la lame continuait de bouger. Les ruines de Vorkesh Prime brillaient encore faiblement dans l'orbite supérieure de Taran-Lax, projetant des ombres brisées sur les champs de débris. Au milieu des débris à la dérive, un autre silence s'installa. Non pas le silence de la mort, mais celui de quelque chose de pire. La reconnaissance. À travers la galaxie,
Les regards se détournèrent du chaos pour se tourner vers la source. Résister ne suffisait plus. Il était temps d'écouter. Et tandis que les Jörmungandr traversaient les conséquences sans ralentir, la voix de la terre s'apprêtait à briser le silence qu'ils avaient autrefois pris pour de la faiblesse. La demande de transmission clignotait sur l'interface de communication principale du Jörmungandr, une impulsion codée en ancien code humain, conçue pour couper tout relais civil ou militaire entre secteurs. Le maréchal Sigurd Schneider examina l'autorisation sans expression. L'insigne incrusté dans la signature était indubitable. Direction du commandement. Terre. Sans un mot, il fit un léger signe de tête au lieutenant Victor Perrin. Au centre de la passerelle, les écrans tactiques s'assombrirent. Une nouvelle projection se matérialisa, un flux sécurisé directement relié à la grande salle du Conseil galactique, au cœur du monde diplomatique neutre d'Atrax. Les conseillers principaux d'une centaine d'espèces restèrent assis, stupéfaits, le temps que la connexion se stabilise. L'image qui apparut sur l'estrade centrale n'était pas celle du diplomate terrien attendu, ni celle d'un ambassadeur drapé dans les civilités. C'était le commandant Helena Erinyes. Elle se tenait seule, encadrée par l'acier sombre du poste de radio principal du Jörmungandr. Sa silhouette se détachait sur le décor, grande, inflexible, vêtue non pas d'apparat militaire, mais d'un simple uniforme de cérémonie, d'un noir immaculé, dépourvu d'insignes de grade, témoignage silencieux du deuil. Les lumières de la salle de radio éclairaient la cicatrice qui traversait son avant-bras, les rides profondes creusées sur son visage par des années de deuil et de guerre, laissées intactes par le temps et les soins. Elle ne portait aucune arme. Ses mains étaient fermes derrière son dos, ses épaules carrées. Son regard, gris acier et immobile, balayait le conseil comme si elle pouvait voir à travers les milliers d'années-lumière qui les séparaient. Lorsqu'elle parlait, sa voix était ferme, sonore, dénuée de chaleur ou de fureur. C'était la voix d'un tombeau qu'on scelle. La Terre reconnaît l'existence des hostilités. Les matrices de traduction à travers la grande salle trébuchèrent un instant, prises entre la simplicité des mots et leur poids. Le conseiller Vératrel, imposante silhouette aux écailles turquoises plaquées représentant le domaine d'Elkar, s'agitait sur son siège, mal à l'aise. Ses orifices respiratoires secondaires vacillaient, réaction inconsciente à la peur. Le commandant Erinius poursuivit, l'air indéchiffrable. Considérez ceci comme un ajustement de posture. Les représentants rassemblés, dont beaucoup nourrissaient encore l'illusion que le silence de l'humanité signifiait soumission, échangèrent des regards incertains. Des murmures fusèrent dans les gradins inférieurs de la salle. Erinyes laissa le silence s'envenimer l'espace d'un battement de cœur. Puis elle reprit la parole. Laissa le silence s'envenimer l'espace d'un battement de cœur. Puis elle reprit la parole. Pendant des décennies, dit-elle d'une voix inébranlable, nous avons choisi le silence, nous avons choisi l'observation, nous avons choisi la patience. Sa main se posa sur le bracelet de deuil à son poignet, vestige des premières guerres diasporiques de la Terre, polies par le temps. Mais notre neutralité, dit-elle d'une voix égale, s'éteignit avec nos civils à Valmora 9. Ni tremblement, ni colère, juste la vérité, affinée jusqu'à la pointe. Maintenant, poursuivit Erinyes, le regard fixe et inflexible, c'est notre tour. Elle se pencha vers le flux, une lueur froide de détermination perçant ses yeux. Préparez-vous. La transmission prit fin. Pas de conclusion, pas d'adieu, que du silence. Un silence qui n'était pas une absence, mais une blessure béante et vive qui traversait l'esprit de chaque civilisation observatrice. Les conseillers fixaient la projection vide avec horreur. Certains tentèrent de parler, d'autres tentèrent des simulations, élaborèrent de nouvelles résolutions, composèrent des plaidoyers hâtifs. Mais tous leurs mots s'effondrèrent sous la même vérité. Il était déjà trop tard. Certains balbutièrent des demandes de réunions d'urgence immédiates. D'autres lancèrent des ordres d'évacuation partielle de leurs ambassades sur Terre. Plusieurs restèrent figés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Mais dans l'esprit froid et calculateur de ceux qui comprenaient le poids de l'histoire humaine, les guerres anciennes, les conflits oubliés, les cicatrices inscrites dans l'ADN de l'espèce, ils comprenaient une vérité plus profonde que toutes les autres. La galaxie ne surveillait plus l'humanité. L'humanité observait la galaxie et elle avait décidé d'agir. À bord du Jörmungandr, la passerelle restait enveloppée du bourdonnement sourd et rythmé de l'alerte.
personne ne parla de la transmission. Schneider retourna au poste de commandement principal, tandis que les capteurs du vaisseau clignotaient, signalant une nouvelle alerte. Les mains de Perrin se déplaçaient rapidement sur sa console. Perturbation gravitationnelle imprévue à la périphérie du système. Il signala une signature micropliée en approche, vaisseau unique de classe furtive. À la traînée résiduelle, le major Hagen fronça les sourcils, redirigeant déjà l'énergie vers les batteries avancées. Le commandant irénier, sans changer d'expression depuis la diffusion, se contenta de hocher la tête vers l'équipage de la passerelle. « Interceptez la trajectoire », dit-elle. Le regard de Schneider se porta vers le hublot principal, où la faible ondulation d'une brèche se dessinait sur les étoiles lointaines. Les batteries dorsales du Jörmungandr se calibrèrent silencieusement. Une impulsion unique, une explosion gravitationnelle comprimée et affinée jusqu'à atteindre une arête moléculaire, jaillit vers l'extérieur. Dans le silence qui suivit, la brèche se contracta une fois, puis des débris, des fragments de coque, filèrent dans le vide, vestiges d'un vaisseau qui avait espéré percer le système sans être détecté. Tournoyant dans le vide, les vestiges d'un vaisseau qui avait espéré percer le système sans être détecté. Un support brisé, une demi-parabole et un morceau de blindage furtif fumant flottaient mollement dans le champ de détection. Schneider observait l'épave avec un calme détaché. Un débris, une section tordue de la coque extérieure, tournoyait lentement en culbutant, portant l'insigne effacé du corps spécial de reconnaissance d'Elcar. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres, juste assez pour trahir le dédain qui se cachait sous son sang-froid. « Il croit encore, » dit-il doucement, presque pour lui-même, « que nous sommes ici pour négocier. » Le Jörmungandr avança de nouveau, ses moteurs vrombissant sous le pont, creusant son inexorable chemin plus profondément dans l'espace de Taranlak. Dans le silence obscur qui suivit, une évidence apparut. Il n'y aurait plus d'avertissement, plus de retenue. Les dernières illusions de la galaxie sur l'humanité s'étaient évanouies avec les paroles de leurs diplomates, et le jugement de la Terre ne faisait que commencer. La frustration s'accumulait parmi les survivants du commandement extraterrestre. Chaque tentative d'infiltration avait échoué. Chaque tentative de sabotage avait été anéantie avant même d'avoir touché le vaisseau humain. Les stratégies qui avaient autrefois conquis les empires s'effondrèrent comme poussière face à l'armure silencieuse des Jörmungandr. Le désespoir ne leur laissa plus le choix. Sans plus de subterfuge ni de ruse, les hauts commandements d'Elcar et Varnak émit une directive unique et brutale à toutes les flottes survivantes. Rassembler tout le monde et écraser le vaisseau de guerre humain dans un assaut massif et implacable. Les alarmes se déclenchèrent sur le pont du Jörmungandr avec un tintement sourd, presque respectueux. Perrin fut le premier à signaler. Sa voix était sèche et ferme. Événement de translation massive ennemie. Spectre complet. 312 vaisseaux en approche. Schneider s'avança tandis que le flux tactique s'élargissait, révélant 3 énormes anneaux concentriques se formant autour de leur position. Comme prévu, un assaut coordonné. Pas une série d'escarmouches désespérées. Il s'agissait d'une opération d'extermination organisée. Dehors, les étoiles se brouillaient tandis que des centaines de navires de guerre courbaient le ciel à leur arrivée. Au cœur des anneaux convergents, le Jörmungandr resta immobile un instant, comme s'il envisageait son prochain souffle. La voix de Schneider coupa la tension comme une lame. « Perrin, ouvre la voie. » L'expression de Perrin resta inchangée tandis qu'il enclenchait la séquence de déploiement, envoyant des escadrilles de drones armés d'ogives à déphasage, chacune calibrée pour déstabiliser la densité de la formation sans destruction totale. Protocole d'engagement activé, confirma-t-il. Erinus, dit Schneider, se tournant légèrement vers la tactique. Frappe en profondeur. Perturbation maximale. La commandante Helena Erineis acquiesça d'un hochement de tête sec. Ses mains se déplaçaient avec une économie mortelle, traçant des vecteurs qui pénétraient profondément dans les lignes de coordination arrière ennemies. Le regard de Schneider se fixa sur le major Hagen. Hagen. Personne n'échappe. Les lèvres de Hagen se crispèrent, non pas en un sourire, mais en quelque chose de plus froid, reconnu. Le Jörmungandr s'agita, ses moteurs s'embrasèrent une fois, une brève impulsion de distorsion gravitationnelle brute qui se propagea sur le champ de bataille. Puis il se déplaça, droit dans le premier anneau. La couche la plus externe de l'alliance extraterrestre, un réseau tentaculaire de croiseurs de choc Varnik,
de transporteurs lourds d'Elcar et de vaisseaux de soutien d'auxiliaires, resserra sa formation, tentant de chevaucher les champs de tir, un filet conçu pour écraser et contenir. Il s'effondra aussitôt. Les drones déstabilisateurs de Perrin explosèrent le long de l'axe central de l'anneau. Les boucliers se replièrent. Les harmoniques structurelles hurlèrent sous une physique déformée. Les croiseurs Varnac quittèrent leur formation en spirale, percutant les destroyers d'Elcar avec l'élégance de tours s'écroulant. Le Jormungandr n'esquiva pas, il ne zigzagua pas et ne se dispersa pas. Il transperça la barrière désintégrée telle une lance lancée par un dieu. Le second anneau s'ajusta, cherchant désespérément à compenser. Le commandant Harin exécuta ses vecteurs de frappe en profondeur avec une précision brutale. Une salve avancée de torpilles cinétiques déchira les vaisseaux de guerre électronique de la deuxième couche, porteurs censés coordonner l'engagement. Privés de leur nœud de commandement, les vaisseaux extraterrestres hésitaient. Moins d'une seconde, mais dans ce laps de temps, ce fut suffisant. Les batteries dorsales du Jormungandr ouvrirent le feu en un barrage synchronisé, ciblant les régulateurs de boucliers et les jonctions de propulsion. Chaque tir était ciblé non pas pour infliger des dégâts maximaux, mais pour provoquer un effondrement maximal. Les boucliers vacillèrent, les moteurs crachotèrent, le feu s'abattit sur le deuxième anneau, ce qui avait été un assaut se transforma en exécution, l'ordre s'effondrant plus vite que les vaisseaux eux-mêmes. Les vaisseaux extraterrestres s'entrechoquèrent, incapables de coordonner leur évasion ou leur soutien. Des explosions de plasma s'épanouissaient telles des fleurs terribles dans l'obscurité. À bord du vaisseau amiral des Delcar, le Torvensal, l'amiral Caltrex surva, une silhouette squelettique aux crêtes épineuses rétractables et aux revêtements dermiques argentés, hurla dans sa console de commandement pour obtenir les protocoles de repli. Mais les codes de commande étaient déjà corrompus. Les scripts de substitution de Perrin, intégrés par transmission par drone, avaient réécrit les principaux systèmes de navigation de la moitié de la flotte. Dans toutes les formations extraterrestres, les systèmes s'effondraient de l'intérieur. Les capteurs furent hors service. Les communications se fracturèrent et devinrent statiques. Les réseaux de ciblage se figèrent dans d'interminables boucles de recalibrage. Personne ne comprit la profondeur de l'infiltration avant qu'il ne soit trop tard. Le deuxième anneau céda. Le troisième, le plus dense et le plus lourdement blindé, maintint sa formation un seul battement de plus, suffisamment longtemps pour que leur commandant réalise qu'ils étaient déjà morts. Le major Hagen coordonna la frappe finale grâce à un réseau d'interception mécanique efficace. Il expliqua que les batteries ventrales du Jormungandr déclenchèrent des obus hypervéloces comprimés non pas sur les vaisseaux eux-mêmes, mais sur les points d'équilibre gravitationnel précis qui maintenaient le troisième anneau. Le résultat fut catastrophique. Des points d'équilibre maintenaient le troisième anneau ensemble. Le résultat fut catastrophique. Des formations entières se tordirent vers l'intérieur sous l'effet de leur propre champ de compensation de masse défaillant. Des vaisseaux de soutien percutèrent des croiseurs de bataille. Des cuirassés se fracassèrent les uns contre les autres comme une pierre humide sur une meule. Là où régnait autrefois l'ordre, il n'y avait plus que l'effondrement. Les vaisseaux ennemis virèrent de bord, tentant de s'éloigner, de fuir. Schneider observa le déroulement sans la moindre réaction. Ses mains reposaient calmement derrière son dos, tandis que les signaux tactiques s'allumaient, signalant l'effondrement des systèmes ennemis. Des vestiges fragmentés de la hiérarchie de commandement de Varnac parvenaient des ordres d'évacuation brisés. De la flotte d'Elcar, des sauts d'urgence désespérés étaient planifiés. Trop tard, trop concentrés, corrompus avant même d'avoir pu terminer leurs calculs. Dans chaque quadrant, le même tableau sinistre se répétait. Des vaisseaux tournoyaient sans contrôle. L'équipage abandonnait les ponts lorsque la gravité interne s'effondrait. Des capsules de sauvetage s'écrasaient sous le sillage de coques en ruine. Malgré tout cela, le Jormungandr avançait en ligne droite. Pas de correction de trajectoire, pas de manœuvre d'évitement, tel un verdict traversant le désordre. Au-dessus du champ de bataille, les débris obscurcis formaient des champs de débris lumineux flottants, captant la lumière mourante de l'étoile lointaine de Taranlax. Schneider se pencha légèrement en avant, d'une voix basse mais indubitable. Continuez d'avancer. L'ordre traversa la passerelle comme un second battement de cœur. Le Jormungandr fonça à travers les débris en ruine, ses moteurs vrombissant avec la violence contenue d'une singularité contenue. Un croiseur lourd Varnac, la partie arrière déchiquetée, dérivait sur la trajectoire du Jormungandr. Aucune arme ne fut tirée.
Le vaisseau de guerre humain accéléra simplement et écrasa le croiseur sous sa masse, le dispersant en fragments atomisés. Sur le vaisseau amiral Delcar, la dernière transmission de l'amiral Surova fut interceptée quelques instants avant l'explosion de son vaisseau. Des parasites, un demi-cri et l'écho d'un mot « courez ». Peu importe, personne ne courait assez vite. Derrière le Jommungander, le champ de bataille n'était plus une zone de guerre. C'était un cimetière. Les vaisseaux étaient inclinés latéralement sur des orbites lentes, les signaux de commande grésillaient et mouraient à travers les secteurs civils de Taran-Lax, recevaient des fragments déformés de la bataille, des images granuleuses de vaisseaux extraterrestres entrant en collision, fondant, s'effondrant sous une force inexorable invisible dans les salles du Conseil à travers la galaxie. Les dirigeants regardaient avec horreur. Dans les enclaves pirates et les cercles de mercenaires, les contrebandiers fixaient les flux avec une crainte silencieuse et paralysée. Le Jars allemand ne ralentit pas, ne reconnut pas, ne céda pas. Pièce par pièce, système par système, les dernières défenses des alliances d'Elkar et Varnak furent démantelées, non par une force écrasante, mais par la précision, l'inévitabilité, par l'intelligence revêtue de l'armure froide de la vengeance. Et tandis que le Jommungander perçait les derniers vestiges du troisième anneau, ne laissant derrière lui que des ruines flottantes, une vérité s'imprégna dans l'esprit de chaque témoin. Les humains n'étaient pas simplement venus pour la guerre, ils étaient venus pour la victoire. Les derniers cris des coqs s'effondrant ne s'étaient pas encore estompés lorsque l'ultime manœuvre désespérée de l'ennemi se déploya dans le vide. Au-dessus du champ de bataille fracturé de terrain lax, des flottes brisées se formaient en formation, des dreadnoughts délabrés et des porte-avions boiteux se regroupant en un rudiment défensif autour d'une masse vacillante en leur centre. Le dernier groupe de commandement, un vaste réseau de nœuds de commandement extraterrestres, ancrés en orbite géosynchrone au-dessus de la capitale. Ils combattaient non pour la victoire, mais pour nier leur fin inévitable. Depuis le pont du Jormungandr, le maréchal Schneider observait l'ennemi se rassembler pour la dernière résistance, ni avec admiration, ni avec pitié, mais simplement avec l'inéluctabilité. Le hublot principal encadrait la lumière mourante du bastion défensif, une plaie sanglante de boucliers vacillants et de vaisseaux brisés à peine soudés. Derrière lui, l'équipe de commandement se tenait prête. Le major Darius Hagen surveillait l'effondrement des vecteurs des formations extraterrestres restantes. Le commandant Erinus préparait les trajectoires d'assaut finales. Le lieutenant Perrin continuait d'inonder les réseaux ennemis de fausses télémétries, activant leurs dernières tentatives de communication contre eux, sans hésitation. La voix de Schneider était une lame tirée sur le vide. Cible. Noyau de commandement ennemi. Une brève pause, comme le lent battement de cœur final avant une charge sur le champ de bataille. Racine. Direct. Le Jormungandr répondit. Ses moteurs grondaient doucement, gagnant en puissance, répondit le Gondor. Ses moteurs grondaient doucement, gagnant en puissance, déformant l'espace autour de lui avec des champs de compression gravitationnelle localisés. Le vaisseau aligna sa proue vers le cœur du bastion ennemi et accéléra. Les flottes extraterrestres restantes réagirent immédiatement. Missiles, projectiles de plasma et mines gravitationnelles jaillirent en vagues denses. Le vide entre les étoiles s'illumina d'un désespoir furieux, d'une rage sans espoir, d'un feu sans commandement. Mais le Jormungandr ne zigzagua pas, ne ralentit pas. Des missiles explosèrent autour de lui, formant des sphères ondulantes de force et de flammes. Des explosions de plasma brûlèrent son blindage extérieur. Des projectiles cinétiques, lancés à des vitesses relativistes, se fracturèrent sans dommage contre des champs de singularité stratifiés. Il continua d'avancer. Au cœur du commandement extraterrestre, l'amiral Delcar Vosnar-Ket, une silhouette imposante gainée de chitine argentée, la crête flamboyante sous le stress, hurla pour une concentration maximale des tirs. Sa crête flamboyante de stress, il hurlait pour une concentration de feu maximale. À ses côtés, le haut-général Varnak Kroch-Drektu, un être d'os blindé vivant et de pointes rétractables, lançait le même ordre désespéré par communication subspatiale. Rien ne changeait. Le Jormungandr fonçait à travers les défenses telle une étoile filante, sa proue fendant le dense maelstrom de feu et d'acier. À l'intérieur de la passerelle, le bourdonnement des moteurs s'éleva jusqu'à devenir un rugissement sourd et incessant, plus perceptible à travers les semelles de l'équipage qu'inaudible. Le major Hagen appela calmement, sa voix perçant la pression croissante.
Le bouclier central était saturé à 80%, s'effondrant sous sa propre puissance. Le commandant Arrange traça de nouvelles lignes de tir sur l'écran tactique. Les stabilisateurs orbitaux étaient défaillants, les points d'ancrage gravitationnels instables. Perrin leva les yeux de sa console. Les communications ennemies s'effondraient de manière récurrente, les signaux de commandement se cannibalisant les uns les autres. Les mains de Schneider restaient jointes derrière son dos, son regard ne quittant jamais l'écran principal. Toujours en avant, les batteries dorsales du Järmungandr s'activaient sans ordre explicite, déclenchant des salves de lances gravimétriques conçues non pas pour détruire, mais pour déséquilibrer le coin défensif qui se dénouait tandis que les navires viraient de bord de manière imprévisible, se percutant, se brisant, s'entraînant les uns les autres dans des spirales de plus en plus larges. Débris. Au centre, le nexus de commandement extraterrestre tremblait sous sa propre masse en décomposition. Ses couches défensives se détachèrent une à une, exposant l'infrastructure brute en dessous. Des charpentes d'acier tordues, des nœuds de boucliers fracturés scintillaient comme des étoiles mourantes. Schneider regarda le dernier espoir de l'ennemi se désintégrer, les capitaines abandonnant le navire et les généraux transmettant leur dernier code, brisé, à un réseau s'effondrant dans le chaos. Et pourtant, le Jormungandr avançait, droit à travers les ruines, à travers les vestiges en flammes de ce qui avait été un empire. Alors que le vaisseau parcourait la distance finale, une pulsation sourde et rythmée résonna dans le pont, annonçant l'effondrement imminent de l'intégrité gravitationnelle du système, le dernier souffle d'un champ de bataille disparu. Schneider s'avança. L'écran principal se déplaça, se verrouillant sur le réacteur principal du Nexus extraterrestre. Une masse de fusion instable en vrille, tandis que les champs de confinement vacillaient. Une commande unique apparut au bout des doigts de Schneider. Il appuya dessus. Le réseau de canons ventraux du Jörmungandr, jusque-là silencieux, se déchargea en une impulsion fulgurante, une lance de masse effondrée lancée à une fraction de la vitesse de la lumière. Elle heurta le cœur du réacteur, et l'univers se brisa. Une rupture éclatante traversa l'orbite de Terronlax, se déployant vers l'extérieur en une couronne de feu et de lumière éclatante. L'onde de choc se propagea dans le vide, repliant et repliant les débris en un anneau de mort incandescente, un halo orbital d'annihilation. Les vestiges des vaisseaux, des stations et des plateformes de commandement tournoyaient vers l'extérieur en arcs lumineux, une couronne de feu couronnant la chute de deux empires. Sur le pont, les lumières vacillèrent brièvement, s'adaptant à la surtension. L'équipage maintint ses positions, immobile. Au cœur de la dévastation, au sommet de l'anneau de feu en formation, un signal holographique unique jaillit, capté par les capteurs agonisants des derniers vaisseaux extraterrestres encore capables d'émettre. Le maréchal Sigurd Schneider, debout au milieu des vestiges calcinés du pont de commandement, son armure noircie encore fumante, sa posture rigide comme le fer. Son visage était maculé de cendres et de sang, une épaulette arrachée, mais il se tenait debout, inflexible. L'image holographique le capturait parfaitement tandis qu'il relevait la tête pour faire face aux ruines et à la galaxie. Sa voix, lorsqu'elle retentit, était basse et terrible, portant en elle le poids des siècles de silence de la Terre. « Si vous voulez la paix », il marqua une pause. Le silence s'éternisa, un silence plus profond que n'importe quel déluge de feu ou rugissement de moteur. Les lèvres de Schneider se retroussèrent en une ligne sinistre et sanglante. Préparez-vous à la guerre. La transmission coupa. Pas de fondu enchaîné, pas d'hymne, que l'obscurité, le champ de bataille, autrefois lieu de cris et de flammes, tournoyait désormais dans un silence vide et lumineux. Les fragments d'un millier de vaisseaux, pris dans une orbite sans fin autour du vide où régnait autrefois le pouvoir, étaient figés. Et au-delà de Terranlax, au-delà des étoiles froides et des mondes observateurs, ceux qui doutaient de l'humanité comprenaient enfin. L'ère des négociations était révolue. L'ère du jugement avait commencé. Salut, humain de l'espace. J'aimerais beaucoup connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Ou dis-moi simplement bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, jetez un œil aux commentaires épinglés. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète.
À bientôt.